Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace à mes grands-parents. Introduction. L'Afrique, aussi loin que remonte l'histoire, est restée fermée, sans lien avec le reste du monde. C'est le pays de l'or, replié sur lui-même, le pays de l'enfance, qui au-delà du jour de l'histoire consciente, est enveloppé dans la couleur noire de la nuit. GWF. Hegel. La raison dans l'histoire. Introduction à la philosophie de l'histoire UGE, 1965, page 247. Cet ouvrage est un essai sur un phénomène observable dans différentes aires géopolitiques, la régionalisation des économies et de l'action politico-stratégique. La régionalisation accompagne la mondialisation. En s'articulant entre le local et le global, elle relocalise les avantages et les inconvénients de l'ouverture des économies nationales et des espaces territoriaux jusque-là souverains. Si le phénomène est mondial, nos analyses partiront d'une définition visant à préciser ces enjeux pour le continent africain. Tout d'abord, qu'entendons-nous par régionalisation? Quelles en sont les caractéristiques et les réalités? 1. Qu'est-ce que la régionalisation? Étymologiquement, la régionalisation vient du mot français région, lui-même est dérivé du latin regio, dont le sens premier englobe à la fois les notions de contrée, de territoire spécifique et de région. L'économiste Jean-Marc Siroën a indiqué que les mots de région et de régionalisation sont ambigus. Ces termes font à la fois référence à une partition des États-nations en provinces et au regroupement de ces mêmes États-nations dans des ensembles politiques ou économiques plus ou moins fédérés. Pour lever cette ambiguïté, disons d'emblée que cet ouvrage considère la régionalisation dans le sens de partition du monde, qu'exprime le regroupement des États. Dans ce sens, l'intégration régionale lie des pays géographiquement proches entre lesquels les relations économiques tendent à s'affranchir des frontières politiques pour favoriser la formation de marchés intégrés. La régionalisation ne se conçoit donc qu'en référence aux énoncés connexes de mondialisation, de décentralisation, de gouvernance territoriale et de libre circulation des marchandises, qui sont à la fois des cadres opérationnels et les conditions de possibilité a priori de l'expansion de l'économie de marché. Pour autant, sur la définition et l'interprétation de la régionalisation, la perspective économique n'est ni exclusive ni complète. Une discussion des rapports entre intégration régionale, régionalisation, régionalisme, proposée notamment par la géographie, permet d'ailleurs de percevoir les limites de l'approche économique et des études internationales. Dans la perspective de cet ouvrage, les approches non économiques permettent, à terme, de saisir des nuances utiles à une problématique mesurée de la régionalisation en Afrique subsaharienne à l'heure de la mondialisation. Dans tous les cas, et en plus de sa dimension économique, la régionalisation peut être perçue comme un fait de modernisation de l'État souverain et de son rapport au territoire. En effet, comme processus de décentralisation, la perspective régionale implique un abandon de souveraineté, notamment sur certains aspects précis de l'administration de la vie quotidienne au profit des échelles plus locales. Plutôt que d'y voir un simple processus de transformation des États en provinces, comme le suggère Jean-Marc Siroën, op.cit, on peut prétendre au contraire que la régionalisation est une déconcentration administrative qui a des atouts en termes de contrôle local des processus de décision. Au désistement bureaucratique des structures publiques centralisées succéderait ainsi une plus grande proximité entre citoyens de base et État. Dans cette perspective, la notion de régionalisation est généralement comprise dans un sens étroitement institutionnel. On l'oppose ainsi au régionalisme, qui est un courant politique ou idéologique. Par régionalisation, on entend généralement la création d'un nouvel échelon dans l'organisation territoriale. Les nouvelles institutions peuvent beaucoup varier en ce qui concerne les organes, les compétences et les pouvoirs de la région, mais elles se superposent toujours aux institutions locales existantes. Gérard Marcoux en conclut que la régionalisation accepterait une définition large incluant des régions qui sont simplement des échelons subordonnés de l'administration, ou au contraire une définition étroite qui ne retient, comme expression de la régionalisation, que des régions collectivités territoriales, qui peuvent encore se différencier en fonction de leur statut constitutionnel.
Le régionalisme au contraire correspond à l'idée que la région se définit par un ensemble de caractéristiques humaines, culturelles, linguistiques ou autres, qui justifient d'en faire un corps politique auquel une autonomie plus ou moins large doit être reconnue. Nous développerons l'idée que la régionalisation est une pratique qui peut contribuer au renforcement de la productivité et de la croissance des sociétés africaines, sans forcément nuire à l'autonomie et à l'unité des ensembles postcoloniaux. Pour ce livre, la régionalisation est donc perçue comme un processus d'intégration régionale, que le rapport 2013 de la Banque mondiale sur la compétitivité de l'Afrique considère comme la clé de l'avenir de la compétitivité de l'Afrique. Pour le Forum économique mondial, la croissance de l'Afrique doit être replacée dans le contexte international plus large, où les gains encourageants dans la croissance économique contredisent la faiblesse sous-jacente de sa compétitivité à long terme. L'intégration régionale est la clé qui permet de remédier à cette faiblesse en apportant des avantages économiques et sociaux plus larges. Elle devrait donc être considérée comme prioritaire par les dirigeants africains qui cherchent à garantir que l'Afrique tienne ses promesses. Pour le présent ouvrage, l'idée de l'intégration régionale semble plus stimulante que celle d'un simple élargissement des espaces d'échange marchands, développé notamment par l'orthodoxie économiste. En effet, l'intégration régionale dépasse largement le simple cadre des échanges économiques. C'est un phénomène politique associé à la globalisation qui, selon Jacques Hadda, place la question du pouvoir au cœur des relations économiques internationales. Si elle ne constitue pas une alternative à la mondialisation, elle dessine les chemins d'une autre gouvernance dans le cadre d'une économie mondialisée. 2. Conjoncture africaine. La position de Jacques Hadda nous semble stimulante, dès lors qu'elle indique clairement que l'intégration régionale est une échelle de regroupement politico-économique, qui en fait un acteur et une limite de la mondialisation. Si la résolution de ce paradoxe du global et du local fait désormais partie du quotidien de plusieurs aires géopolitiques, il faut reconnaître que pour l'Afrique, les choses ne sont pas aussi simples. Ce livre s'inscrit dans la continuité des constats sur le faible niveau de prise de conscience des enjeux de l'intégration régionale, que nous faisions, notamment au lendemain du Brexit 2016, et qui peuvent se renouveler suite aux réactions qui accompagnent la réintégration du Maroc à l'Union africaine 2017. En effet, et nonobstant son statut particulièrement favorable au développement d'une autonomie économique, conservation d'une monnaie nationale, la livre sterling, plutôt que l'arrimage à la zone euro, clause d'opting-in sur les accords de Schengen dont il n'applique que les dispositions qui lui conviennent, etc., le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne par voie référendaire le jeudi 23 juin 2016. Nous avions noté à cette occasion que si les conséquences économiques du Brexit étaient marginales pour le continent africain, il fallait en revanche avoir conscience que, sur le plan politique, le Brexit sera un marqueur pour les politiques d'intégration régionale en Afrique et dans le reste du monde. À ce sujet, nous remarquions que le Brexit montre clairement les limites d'une intégration à la carte. Le Royaume-Uni a toujours eu le choix entre le continent européen et le grand large, que proposent les États-Unis d'Amérique, avec qui il a des relations privilégiées. À y regarder de plus près, le nouveau président Donald Trump a réservé sa première réception d'un dirigeant étranger à la première ministre britannique Theresa May, arrivée au pouvoir à la suite du vote du Brexit. Contrairement aux Britanniques écartelés entre les États-Unis et l'Europe jusqu'au Brexit, les Africains ne s'inscrivent pas dans une même dynamique. Mais en même temps, en Afrique, nous voyons les processus d'intégration freinés du fait des demandes d'exception, ainsi que par les débats autour de la question de la souveraineté versus la délégation d'autorité aux communautés économiques régionales. Il est par conséquent important de trouver un point d'équilibre entre les exigences de souveraineté et la flexibilité que requièrent les processus d'intégration. Nous avons aussi noté que l'intégration africaine n'a pas encore pris suffisamment en compte les besoins et le point de vue des populations. Or, s'il est un enjeu politique important des prochaines décennies, c'est bien celui de l'implication des peuples dans les processus d'intégration régionale. Le 30 janvier 2017, la réintégration du Maroc à l'Union africaine UA, que ce pays avait quitté en 1984 en raison de la reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique, RASD,
par l'organisation panafricaine, a réveillé de vieux démons. Si une quarantaine de pays étaient pour un retour sans condition du Maroc à l'UA, une dizaine d'États étaient ouvertement contre. En tête, les États anticolonialistes, Algérie, Angola, Afrique du Sud, et les pays de l'Afrique australe qui constituaient l'ancienne ligne de front à l'époque de la lutte contre l'apartheid. En tout cas, et au lieu de rassembler les pays africains, le retour du Maroc a révélé que la coupure était nette entre les pays d'Afrique australe, les plus réticents, et ceux d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'ensuit que le processus d'intégration si cher à l'Union africaine peut encore se heurter à de vieilles querelles idéologiques d'origine, post-coloniale. Par-delà ces querelles idéologiques et politiciennes, nous pensons dans ce livre que le processus d'intégration africaine est quelque peu laborieux, probablement en raison de l'histoire individuelle et collective des unités politiques postcoloniales, de l'étroitesse, voire même de l'absence des marchés et de la vision politique et stratégique des États. Dans le même temps, et si la part de l'Afrique dans les échanges globaux reste très marginale, le dynamisme du continent semble désormais à la participation à la chaîne des valeurs mondiales. En effet, selon le rapport 2015 de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, UNECA, les chaînes de valeur sont un aspect important de l'économie mondiale d'aujourd'hui. Les pays africains y prennent une part très active, mais en restant tout au bas de l'échelle, à un niveau insuffisant pour garantir leur transformation structurelle. L'Afrique doit s'attacher à améliorer son intégration en amont, à augmenter la part que représente la valeur ajoutée dans ses exportations, en étendant à d'autres domaines de l'économie la dynamique des chaînes de valeur mondiales. L'intégration commerciale d'une région la rend plus attrayante aux yeux des entreprises porteuses des chaînes de valeur mondiales. Les échanges intra-régionaux de produits transformés selon des chaînes de valeur régionales se présentent dès lors comme la première occasion à saisir par les entreprises africaines. De ce point de vue, la régionalisation se présente dans l'Afrique contemporaine comme une opportunité en vue d'une participation plus efficace du continent à la dynamique des chaînes de valeur mondiales. Pour sa part, la technoscience a produit des microsystèmes qui se globalisent comme le réseau satellitaire et les TIC, technologies de l'information et de la communication. Les nanotechnologies et la cyberscience expriment et supportent la diffusion des TIC en développant des semi-conducteurs et des applications qui sont utilisées dans les ordinateurs, la télémédecine, les téléphones portables et autres systèmes robotisés pour améliorer la qualité de la vie humaine. Aujourd'hui, c'est être connecté à ces microsphères qui organisent et régulent nos vies à l'échelle globale. Se servir d'un ordinateur, envoyer et recevoir un courriel, communiquer avec un téléphone portable et les logiciels incorporés, WhatsApp, Skype, Facebook, etc., font désormais partie des marqueurs de l'appartenance à un monde globalisé et interconnecté. Par leur volonté politique et stratégique, plusieurs pays émergents, Chine, Inde, Brésil, etc., sont désormais des global players, incorporés à divers titres à ces macrostructures et microsystèmes qui comptent dans la mondialisation et la régionalisation de l'économie. Mais où est l'Afrique dans tout cela ? La réponse objective à cette question est claire. L'Afrique est absente des lieux et des jeux à grands enjeux stratégiques et économiques. Pour autant, faut-il s'en tenir à cette réponse empreinte de pessimisme et de découragement ? En d'autres termes, faut-il donner raison à la position hegelienne citée en exergue de cette introduction, et reprise au début des années 1990 sous le concept de la déconnexion par défaut du continent africain ? Devons-nous continuer de recasser le poncif hegelien de l'enclavement du continent, de penser la banalisation de la guerre comme mode de régulation, ou, et c'est la même chose, d'écrire tout le temps long des rapports de l'Afrique à l'Europe uniquement sous le prisme de l'extraversion ? La réponse de cet ouvrage à l'ensemble de ces questions est clairement non. Si les difficultés persistent, des marges de manœuvre existent. Des experts économiques considèrent qu'il faut voir le verre africain à moitié plein, ajoutant néanmoins que l'Afrique a besoin de créativité humaine et de renouvellement stratégique. Les dynamiques de diversification économique et de développement durable s'éveillent en Afrique, qui aboutiront à un développement véritable du continent grâce à une régulation raisonnable et à une communication interrégionale intégrée. Régulation can impact on the comparative environment by increasing the cost of doing business.
Integrated reporting contributes to transparency about a business's strategy and impact on the economy as a whole. Cet ouvrage va dans le même sens, considérant qu'à la condition de travailler sur le fond des problèmes, une vision optimiste de l'avenir du continent africain est légitime. Si, pour des raisons historiques déjà identifiées et débattues, l'Afrique subit un ordre de domination et de globalisation qui s'est organisé sans elle, il revient à ce continent de penser, de poser et d'opposer ses propres considérations aux logiques dominantes. Mais cela ne peut plus se faire dans l'intimité des États séparés, et dans la tête des soi-disant hommes providentiels. Seule la force de la régionalisation et la régionalisation des forces civiles et politiques pourraient avoir raison des pesanteurs qui travaillent contre une Afrique qui bouillonne de talent et qui veut aller de l'avant et vers le monde. 3. Problématiques, hypothèses et articulations. La régionalisation est devenue une contrainte dans le domaine sécuritaire en Afrique. Selon Thierry Vircoulon, face aux nouveaux défis sécuritaires du continent africain, le djihadisme et la piraterie, un nouveau régionalisme sécuritaire est présenté comme la solution. Les partenariats régionaux de sécurité se sont récemment multipliés. G5 au Sahel, la force multinationale conjointe dans le bassin du lac Tchad, plus connue sous son acronyme anglais MNJTF, centres régionaux de sécurité maritime dans le golfe de Guinée, etc. Mais vieille idée dans une bouteille neuve ou nouvelle idée dans une vieille bouteille, le régionalisme sécuritaire répond à l'urgence et de surcroît sans certitude de résultat. L'ennemi bouge, les jeux d'intérêt et les stratégies des acteurs aussi. La régionalisation dont parlera ce livre est une approche froide de ce que l'Afrique peut devenir pacifiquement si ses différents États mutualisaient leurs forces à l'échelle d'une nouvelle approche du voisinage. La régionalisation est ici analysée comme une approche stratégique pour une reconnexion de l'Afrique au monde. La démarche consiste à considérer que ce mode d'action politique et économique est, au fond, une ressource de la wishful thinking africaine à l'heure de la globalisation. En dépit des contraintes structurelles du contexte africain, la régionalisation est un challenge et une ressource stratégique pour arrimer l'Afrique aux différentes arènes où se décide l'avenir du continent et du monde. Avec ses ressources et ses problématiques endogènes, l'Afrique doit être présente dans la macrosphère et les microsphères des chaînes de décision et d'influence de la mondialisation et des microsystèmes qui circulent en son sein. Cet ouvrage a donc pour projet de montrer comment l'intérêt régional peut servir d'outil stratégique pour cette mutation nécessaire du continent africain engagé dans la globalisation. Au fond, l'intégration régionale introduit à une nouvelle ère de politisation de l'économie et des rapports sociaux. À l'échelle de cet essai, elle incite à réfléchir les processus et les enjeux africains de ce phénomène global en articulant économie, pouvoir et signification géopolitique très locale de ce modèle émerge de relations interétatiques. La régionalisation n'est donc pas qu'un effet de l'économie globalisée, qui ferait de la construction des espaces supranationaux et de la contraction du domaine de souveraineté des contraintes. Il s'agit plutôt d'un outil stratégique de la modernisation des économies. Dans le contexte africain, il s'agit aussi de trouver un cadre pour traduire politiquement des réalités sociologiques et des ressources spécifiques qui existent. Le local africain doit être une chance à l'heure de la mondialisation. Dès lors, comment intégrer, maîtriser et faire fructifier ce phénomène pour un développement épanouissant des Africains ? L'hypothèse principale de cet essai est que si la régionalisation est un phénomène qui émerge à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui s'accélère avec la globalisation de l'économie, elle marque une transformation de fond dans la gouvernance. L'Afrique doit intégrer cette transformation et la considérer comme axe stratégique de son développement, précisément parce qu'elle permet entre autres de tirer un meilleur profit de cette globalisation. Pour développer cette hypothèse, l'ouvrage se construit à partir d'une problématique intégrant plusieurs questions et un certain nombre de considérations. D'abord, l'histoire politique de la régionalisation. Même si cette nouvelle forme d'organisation de la coopération entre États voisins ne s'impose clairement qu'après la fin de la guerre froide, 1989, elle prend son origine dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dont les dégâts ont contraint à repenser l'ordre des relations internationales.
Nous montrerons en début d'analyse comme l'invention de la modernité économique internationale est liée à la mise en place d'institutions de Bretton Woods et consacrée à la régulation de la finance et du commerce mondial. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Mais la régionalisation concrète commence avec la décision des ennemis d'hier, la France, l'Italie et l'Allemagne notamment, de vivre aujourd'hui et demain en bons voisins. L'histoire de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, entre les 6 nations de l'Europe de l'Ouest qui étaient en première ligne de ce conflit, peut être considérée comme la première forme d'organisation concrète d'une entité régionale de contrôle politique partagé des ressources stratégiques. Ce cas d'école doit permettre de montrer comment la régionalisation moderne est née de la volonté de rendre impossible une nouvelle déflagration mondiale et d'intégrer progressivement l'ensemble des ressources vitales à la vie en commun au sein d'institutions supranationales dédiées à une gestion commune. Comment cette forme d'organisation politique s'est-elle ensuite répandue, au point d'être considérée aujourd'hui comme un phénomène global? Quelle cartographie et quel contenu de la régionalisation? Que nous apprennent les difficultés actuelles des politiques régionales européennes, crise récente de l'euro, de la Grèce, de l'harmonisation fiscale, de la gestion des flux migratoires en provenance des aires géopolitiques en décomposition, etc., sur la nécessité et les limites de la régionalisation? Ensuite, la régionalisation en Afrique. Révolution contemporaine ou renouveau du panafricanisme? Nous allons y répondre en considérant que la régionalisation est un concept opérationnel de facture géographique, économique et géopolitique, qui mobilise la promotion des valeurs et des contraintes partagées en vue d'un progrès sous-régional. Si les Africains tardent à s'emparer de la régionalisation, une évolution capitale de ce concept au Sud est en passe de changer la face des régulations mondiales. L'émergence dans la globalisation, des régions virtuelles, regroupant des États sans frontières communes, les BRICS, l'OTAN et divers regroupements transatlantiques, qui développent des politiques communes en matière de sécurité, de commerce, de culture, etc. Cette évolution va désormais vers une segmentation à terme des institutions économiques et stratégiques internationales, là où des agences internationales exerçaient une autorité quasi incontestée dans leur domaine de compétences. À ce titre, la création de la nouvelle Banque de développement et de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures constitue un tournant dans la mesure où ces 2 nouvelles institutions ont vocation à concurrencer le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dans l'appui aux pays en développement. De même, la politique de circulation des biens, des services et de la sous-traitance des marchés publics et privés, etc., se développe dans le cadre des formes souterraines et transnationales de régionalisation. Le commerce de contrebande est une forme de régionalisation transnationale et par le bas. Un exemple illustratif est le commerce informel entre le Nigeria et le Cameroun, qui partagent 2000 km de frontières mais qui sont situés dans 2 aires géographiques distinctes et aux frontières officiellement cloisonnées. Cette régionalisation par le sud et par le bas est l'un des signaux qui indiquent que l'ordre des organisations onusiennes sera progressivement bousculé. Les organisations traditionnelles devront désormais partager leur autorité et composer avec les organisations régionales, qui se voudront plus innovantes, réactives et agressives dans leurs modèles opérationnels. Face à ces évolutions géopolitiques dues à la régionalisation des stratégies politiques et de l'économie mondiale, répondre à quelques questions clés permettra de cerner l'histoire et la cartographie africaine de la régionalisation. Qu'est-ce qui a poussé au regroupement des États ? Et quel est l'état des lieux de l'intégration régionale en Afrique? Quels sont les marqueurs de spécificité par bloc régional? Que peut-on apprendre d'une expérience comme celle du NEPAD dans la formation d'une puissance institutionnelle dans la régionalisation africaine? La transversalité et la supranationalité sont-elles possibles dans une culture régionale qui n'a pas cessé de se percevoir comme un assemblage de souverainetés nationales? Quels sont pour l'Afrique les coûts désagrégés par région et intégrés, à l'échelle continentale et sur plusieurs générations, de cette résistance du national et du leadership individuel de certains États? Ces questions amènent à penser les enjeux africains de la régionalisation à l'heure de la globalisation. À qui profite la régionalisation, par défaut, actuellement constatée en Afrique?
Comment cette régionalisation par défaut permet-elle de penser la double relation entre 1. Dépendance et indépendance dans la régionalisation et 2. Pouvoir, économie, société et émancipation dans la régionalisation? En somme, le but de cette étude est de montrer que la régionalisation ne peut être véritablement africaine et tirer le plus large profit de la globalisation que si elle est l'expression d'une approche locale et participative, marquée par l'égalité homme-femme, la réduction des écarts ville-campagne et la décentralisation effective. Par-delà, le livre doit pouvoir faire le lien entre histoire locale, tradition, espace global et pouvoir local, réhabiliter le local pour ne pas décrire une régionalisation qui pourrait servir exclusivement les besoins de la marchandisation économique, que fustige par exemple l'analyse systémique de Samir Amin. Ces points étant fixés, cet ouvrage se déclinera en 3 parties. La première partie analyse les principales interactions qu'il y a entre régionalisation et globalisation. Après un retour sur la naissance et la modernité des institutions dédiées à la gouvernance globale de la finance et du commerce international des marchandises, chapitre 1, nous proposons une géographie sommaire de la régionalisation, avec une analyse de contenu, chapitre 2. La deuxième partie aborde la question de la régionalisation du point de vue africain. Nous proposons une brève histoire et un état des lieux de la régionalisation africaine, chapitre 3. Si le bilan de ce processus conduit presque partout à un constat d'échec, nous proposons de dépasser le cadre économique pour comprendre cet échec à partir de l'affrontement et de la concurrence des idéologies, panafricanisme, souverainisme, État développeur, néolibéralisme, qui ont fleuri sur le continent depuis les indépendances, chapitre 4. La troisième partie est consacrée à un décryptage des situations historiques de la régionalisation. La régionalisation par défaut, qu'on observe autour de la situation de la zone franc, chapitre 5, et l'expérience du NEPAD, chapitre 6. Enfin, le chapitre 7 repense l'intégration régionale africaine au travers des enjeux d'une promotion de l'interaction de la société civile et des entrepreneurs politiques, autour de l'opérationnalisation des projets supranationaux précédemment identifiés et discutés. Première partie, globalisation et régionalisation. De l'or seul tout dépend, vers l'or que l'on se presse. Marguerite Faust. Cette première étape de l'analyse se propose de cerner les contours de l'intégration régionale et ses interactions avec la mondialisation des échanges, notamment économiques. Si nous traitons du cas spécifique de l'Afrique en deuxième partie, l'idée est de soutenir, à partir de l'observation des zones dynamiques, l'hypothèse de la régionalisation de l'économie mondiale. Le travail consistera à saisir les moments clés de l'émergence des institutions chargées de la régularisation de l'économie mondiale. Une brève histoire du Fonds monétaire international, FMI, de la Banque mondiale, BM et du GATT sera proposée pour montrer comment l'émergence de ces institutions supranationales inaugure la modernité économique dans laquelle s'insère le phénomène régional, chapitre 1. Il s'agira ensuite de démontrer le fait que le système global est un maillage des blocs économiques territorialisés plus ou moins incorporés, au point de mutualiser, dans le cas d'une intégration régionale avancée, l'Union européenne, les politiques publiques qui communautarisent des pans entiers de la gouvernance des sociétés nationales. Si bien que dans le contexte de la mondialisation, les formes régionales d'intégration économique restent le modèle de base. En se développant, ces formes peuvent ou non se politiser, comporter ou non des contraintes juridiques ou rester minimalistes pour ne concerner que des aspects spécifiques des échanges économiques transfrontaliers. Pour cela, un état des lieux de l'intégration régionale des économies voisines dans le monde est proposé, chapitre 2. Chapitre 1, construction d'une régulation globale. Alors que l'histoire déroule son ruban par des voies étranges et imprévisibles, nous avons peu de prise sur l'avenir et aucune prise sur le passé. Winston Churchill? À la Cincinnati Society, 16 janvier 1952. Ce chapitre s'intéresse aux institutions transversales de l'économie mondiale, qui coordonnent le développement du commerce à l'échelle régionale et multilatérale. En effet, on peut convenir que l'une des contraintes structurelles de la régionalisation économique est l'obligation de respecter, dans l'ensemble de ces accords et de ces traités, les cadres normatifs fixés par les textes à prétention universelle.
Ceux-ci émanent des institutions à vocation globale, mises en place avant le développement de la mondialisation capitaliste contemporaine, et qui s'imposent à toutes les régionalisations, quelle que soit la forme choisie, intégration politique, union douanière, libre-échange. En principe, la force de contrainte de ces cadres généraux est telle que la légalité et la légitimité des regroupements régionaux passent aussi par la mise en cohérence des actions commerciales envisagées avec l'esprit et parfois la lettre des textes structurants de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, qui, pour le coup, assure un rôle de régulation politique et macroéconomique du commerce mondial. Le credo de ce gendarme du commerce mondial, étant le multilatéralisme, l'OMC encourage de facto la régionalisation et fait des régions et des accords interrégionaux des creusets du développement de la mondialisation économique. Les choix stratégiques de l'OMC se sont développés avec le temps et ont carrément basculé en faveur des pratiques néolibérales depuis la fin de la bipolarité. Ce chapitre présente et analyse la trajectoire et les différentes ressources et missions de coordination dévolues à l'OMC. 1. Dont la naissance et les objectifs sont intimement liés à celles des agences onusiennes à vocation économique et financière, Banque mondiale et Fonds monétaire international, impliqués dans la standardisation et la promotion du modèle de la régionalisation des marchés. 2. Pour l'ensemble des pays, les effets couplés de ces structures gestionnaires de la gouvernance économique globale sont contrastés et doivent être analysés. 3. 1. L'Organisation mondiale du commerce, OMC. L'OMC est une organisation intergouvernementale dont l'objectif est d'assurer la gouvernance du commerce mondial, notamment par la promotion du multilatéralisme qui soutient la mise en place des regroupements régionaux. 1.2. Instituée en 1994 dans le contexte de la fin de la bipolarité, elle succède au GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, mise en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 1.1. 1.1. Le GATT et la promotion de la régionalisation. L'accord du GATT est un texte politique et juridico-stratégique, consacré au fonctionnement des échanges commerciaux. Cet accord a été signé par 23 pays. La naissance de cet outil de régulation du commerce mondial est étroitement associée à celle de l'émergence d'un nouvel ordre de gouvernance globale, qui se met en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En effet, en 1946, le Conseil économique et social des Nations unies, nouvellement créé, organise une conférence pour examiner la création de l'Organisation internationale du commerce, OIC, qui doit être le dernier pilier d'une triade d'organismes à vocation économique créés après-guerre, les deux autres étant le Fonds monétaire international et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, dénommée ultérieurement la Banque mondiale. Une commission préparatoire est établie pour rédiger la charte de l'OIC. Le GATT est le résultat des négociations informelles et parallèles menées entre 1946 et 1947 au sein de la commission préparatoire, au sujet de la baisse des conditions tarifaires de la douane. La maturité de ces négociations aboutit à la conclusion qu'un code de bonne conduite globale pouvait être adopté et appliqué en matière de circulation des marchandises, sans attendre la naissance de l'OIC. Si l'accord-cadre sanctionnant sa naissance a été signé le 30 octobre 1947 au Palais des Nations à Genève, c'est avec la première session des parties contractantes, qui s'ouvre le 28 février 1948 et s'achève le 20 mars 1948 à La Havane, Cuba, que le GATT entre véritablement en activité. Le secrétariat de la commission intérimaire de l'OIC, qui faisait fonction de secrétariat ad hoc du GATT, est transféré de Lake Placid, New York, à Genève en 1948. Le choix de Genève faisait consensus en raison de la neutralité suisse sur cet échiquier de la sortie de guerre, où se mettait déjà en place la partition du monde en deux blocs. Le paradigme de la régionalisation de l'économie mondiale est clairement posé par l'article 24 qui stipule que les dispositions du présent accord s'appliqueront au territoire douanier métropolitain des parties contractantes ainsi qu'à tout autre territoire douanier à l'égard duquel le présent accord a été accepté au terme de l'article 26 ou est appliqué en vertu de l'article 33, ou conformément au protocole d'application provisoire. Par territoire douanier,
Le texte entend tout territoire pour lequel un tarif douanier distinct ou d'autres réglementations commerciales distinctes sont appliquées pour une part substantielle de son commerce avec les autres territoires. L'accord du GATT encourage clairement la multiplication des zones de libre-échange et le développement des échanges multilatéraux. Ainsi, l'accord ne s'oppose pas aux avantages accordés par une partie contractante à des pays limitrophes pour faciliter le trafic frontalier, et encore moins aux avantages accordés au commerce avec le territoire libre de Trieste par des pays limitrophes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.